Là aussi, bon, tout fonctionne. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième journée. Donc, on espère que vous avez bien profité de votre soirée à Nancy, que vous n'êtes pas couché trop tard, que vous n'avez pas trop abusé de la Mirabelle, de la Bergamote et des bons petits restaurants de Nancy, que vous êtes en pleine forme parce qu'aujourd'hui, on a une journée bien chargée. Et puis, surtout, on espère que vous êtes de très bonne humeur. Ça sera plus agréable pour nous aussi. Donc, on vous souhaite en tout cas bienvenue pour cette deuxième journée. Alors donc, pour cette première partie de la matinée, aujourd'hui, vous savez que notre journée va être consacrée à un programme très chargé puisque notre titre de la matinée, c'est « Vivre en société 100% inclusive ». Et on a vu déjà à quel point ça animait les débats hier et toutes les questions qu'il y a derrière ces questions-là de vivre en société inclusive et qui plus est en société 100% inclusive. Alors donc, pour cette première partie de matinée, on va quitter un petit peu les aspects politiques et institutionnels qu'on a pu voir hier et on va s'intéresser à ce qui change aussi dans l'accompagnement des personnes. Car cet objectif de société inclusive pour tous ne transforme pas que nos institutions et nos organisations, il amène chacun d'entre nous, qu'on soit personne en situation de handicap, qu'on soit parent, qu'on soit professionnel, qu'on soit représentant associatif, qu'on soit représentant d'une administration, chacun d'entre nous d'ailleurs, qu'on soit membre d'une société, il amène chacun d'entre nous à nous questionner sur le sens de nos actions, sur le sens de nos projets, nos pratiques, nos postures, nos choix, et finalement, il nous amène à nous repositionner les uns par rapport aux autres. Il interroge aussi nos capacités d'adaptation et notre pouvoir d'agir, quelle que soit la place d'où on parle et d'où on agit. Alors pour nourrir cette réflexion, nous avons décidé finalement de donner la parole à tous les acteurs, y compris aux jeunes que nous accompagnons. Comme on ne pouvait pas les inviter dans la salle et que c'est des fois compliqué pour ces jeunes de parler devant autant de public, nous avons décidé de leur donner la parole à travers des vidéos. Donc les 2 journées qui viennent seront ponctuées de vidéos, de courtes vidéos, où vous pourrez entendre parler des jeunes qui sont accueillis dans nos établissements. Ces jeunes abordent à leur manière, finalement, les sujets qui nous animent tous. Nous allons commencer dès maintenant et nous allons regarder une première vidéo. Et moi, je vous retrouve dans 10 minutes. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Oui, comme activité? Je suis au collège? Oui. Badminton et tir à l'arc. C'est vous qui avez choisi? Oui, voilà. Est-ce que vous laissez Sacha prendre quelques petits risques parfois? Alors, sur une chose minime, je laisse prendre un tout petit peu de risque. Bon, j'ai le gros défaut d'être une super maman poule. Donc, mais à côté de ça, j'essaye. Mais par exemple, il est incapable de rester tout seul ou incapable de sortir seul. Ça, c'est des choses qui sont liées à ses capacités. Bon, après, je vais partir sur la cuisine, parce qu'on cuisine beaucoup tous les deux. J'essaye petit à petit à ce qu'il fasse des choses plus dangereuses, comme découper. Au début, il lavait, il faisait des choses comme ça. Disons que j'essaye de faire de l'accompagnement. Maintenant, tout ce qui est question, sortir seul, tout ça, il n'en est pas capable. Après l'IME, qu'est-ce que vous voulez faire? Des fois, je vais 15 ou 16 ans. À la CIP. Pour faire un métier, je fais à la CIP. C'est quoi la CIP? La CIP, c'est quand tu apprends un métier. La CIP, ça veut dire la section initiation professionnelle. Qu'est-ce que vous préférez faire à la CIP? La cuisine. Et qu'est-ce que vous aimez faire en cuisine? De faire les desserts, les entrées, les plats. Est-ce que vous faites du sport? Je fais de la Zumba. C'est vous qui avez choisi de faire de la Zumba? Oui. Pourquoi?
Pourquoi la Zumba? Bah, parce que moi, j'avais ma sœur qu'en faisait, puis j'ai regardé, puis j'en ai fait un peu, puis après ça m'a plu. Vous y allez seul à la Zumba ou vous êtes accompagné? Mais les éducateurs nous emmènent le soir. Alors vous participez à un autre atelier aussi. Comment s'appelle-t-il? C'est un lien de vie sociale. On parle un peu de tout, puis ça nous apprend ce qu'on a le droit de faire dans la vie, les droits, les lois. Vous avez un exemple? Ben, si on fait une bêtise, on a une amende. Et ça qu'on n'a pas le droit de faire dans la rue, dans l'établissement, un peu partout. C'est important pour vous de suivre cet atelier? Oui. Et pourquoi c'est important? Parce que ça nous apprend plein de choses. Est-ce que vous choisissez vos activités? Ben, c'est pas que c'est moi qui choisis, c'est que des fois, il y a des synthèses, on demande qu'est-ce qu'on souhaite et des fois, les cadres, ils font une réunion entre eux et après, ils voient entre eux s'ils vont dire oui ou non de ce qui a été demandé. Il n'y a que les cadres qui décident? Enfin, pas les cadres, c'est-à-dire les psychologues et les garants et les référents et tout ça. Et les profs de sport, les infirmières, les psychologues. Des fois, ils prennent en compte, quand ils disent non, c'est pour me rassurer, ils me disent pas non définitivement, c'est que c'est peut-être pas le moment. C'est étape par étape. C'est pour aller étape par étape et pour que je me sente mieux. Si on fait tout vite d'un coup, je vais pas me sentir bien. Si on fait les choses trop vite, ça passe pas. Votre fils Gauthier est majeur. Comment se passent les prises de décision entre vous, les éducateurs et lui? Alors je dois reconnaître que ça fait du bien aussi de pouvoir se dire qu'il est bien, qu'on prend soin de lui et qu'on veut qu'il arrive à quelque chose. Ça vaut de l'or parce que j'ai jamais été habituée. J'ai arrêté de travailler pour Gauthier. Gauthier, ça a été voilà. Vous voyez, c'est tout bête, mais comme il va faire un mois dans un travail donc à la mairie, il va travailler pendant un mois, donc c'est un travail. Hein. Il va avoir donc de l'argent. Et donc ils lui ont demandé d'ouvrir un compte pour qu'il mette son argent dessus, etc. Et même ça, c'est à Gauthier de se débrouiller. Enfin, il y a plein de choses où il pousse à ce qu'il soit autonome. L'autonomie. Là, il doit aller peut-être voir pour un permis. On ne sait pas encore comment ça pourra se gérer. Donc c'est en cours, mais c'est eux qui l'ont poussé à aller même à l'auto-école. Alors je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais ils vont faire en sorte que d'ici, ils prennent le bus, chose qu'il fait maintenant, pour qu'il aille jusqu'à l'auto-école qu'il connaît, parce que son frère, peu importe, après c'est... Mais il va essayer d'aller demander, tout est fait comme ça. Est-ce que Gauthier a le libre arbitre? Il peut dire non? Oui. Par exemple, ils lui ont demandé s'il voulait faire son camp de maïs, comme il avait fait. Il a dit non. Ils ont dit OK. Bon, bah, tu feras autre chose. C'est que, voilà. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'ils ont des discussions comme ça. Quand ils n'ont pas envie de faire quelque chose, on leur inclut le fait qu'ils aient la liberté de choix ici. Je le sais pour différentes choses. Gauthier me disait, mais j'ai le droit de dire non. Ouais. Oui, ils leur apprennent ça. Après l'IME, comment vous imaginez votre vie? Je me trouve un appart, posé. Puis avoir mon travail. Voilà, donc nous remercions les jeunes, leurs parents et les établissements de la région du Grand Est qui ont accepté de faire ces vidéos. Alors, avant de continuer, je fais une petite parenthèse pour vous parler de votre petit badge que vous avez ici. Et je vais vous parler de cet après-midi, parce que j'anticipe et qu'il vaut mieux anticiper dès le matin. On en reparlera. Et donc, vous avez sur vos petits badges une petite indication des ateliers que vous avez à suivre cet après-midi. Donc, pour indication, en fait, je pense que toutes les personnes qui sont là, pour toutes les personnes, on a essayé de respecter pour que chaque personne ait au moins un choix sur les deux qu'il avait émis. C'est compliqué de satisfaire tout le monde sur les choix, mais normalement, vous devez au moins avoir un choix sur les deux.
Alors on vous demande en tout cas de bien respecter les petites indications que vous avez sur votre badge pour plus de fluidité, pour vous rendre dans les ateliers cet après-midi. Voilà, c'est la petite parenthèse, bon, on va pouvoir continuer. Alors donc, comme pour nous tous, pour les personnes en situation de handicap, vivre dans une société inclusive modifie profondément leur relation aux autres, leur projet de vie, leur participation sociale et finalement modifie leur place dans la société. Autrefois prises en charge, elles deviennent et sont maintenant citoyens et citoyennes, ce qui implique pour nous, entre autres, de réfléchir à la manière d'accompagner le développement de leurs possibilités d'autodétermination et, in fine, de valoriser leur participation sociale et leur rôle social. Pour discuter de ce sujet de l'autodétermination, nous avons donc invité Barbara Fontana-Lana, que j'invite à nous rejoindre sur scène, et qui est une spécialiste de cette question, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Fribourg, et elle vient nous éclairer sur cette question de l'autodétermination et nous apporter des pistes concrètes aussi sur ce que nous pouvons mettre en place dans nos établissements. Je lui laisse donc la parole. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec vous ces réflexions, puis d'écouter le déroulement de la journée. Je vais vous parler justement d'autodétermination, puis de participation citoyenne. Et oui. Ça marche pas. Ah, il ne se met pas en route. Un problème technique. Ah, voilà. Allô, la technique. Voilà. Alors donc, pour introduire le propos de Barbara, on vous propose de regarder une vidéo que peut-être certains d'entre vous connaissent. Ce sont des vidéos qui sont diffusées sur le site Capacité, qui est un site qui est conçu et construit par des personnes en situation de handicap intellectuel pour leurs pairs, mais aussi pour d'autres personnes, ça peut être utile pour bien des personnes, et qui est donc construit avec l'aide de plusieurs ADAPI de Bretagne. Dans cette vidéo, les personnes en situation de handicap intellectuel nous expliquent justement ce qu'est l'autodétermination, et ça va introduire les propos de Barbara. Bonjour, je m'appelle Tess. Je travaille à l'ESAT de Lamballe. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'autodétermination. Je ne parle pas pour moi, je parle au nom de Jean, de Nathalie, de Baptiste, de Véronique. Je parle au nom de chacune des personnes que vous accompagnez. S'autodéterminer, ça veut dire pouvoir faire, pouvoir choisir, pouvoir m'exprimer, pouvoir comprendre, pouvoir essayer. Ça veut dire qu'il ne faut plus me prendre en charge, mais il faut m'accompagner. Ça veut dire ne décidez pas pour moi, mais expliquez-moi les choix possibles. Aidez-moi à comprendre, utilisez le facile à lire et à comprendre, utilisez des photos, des pictogrammes, des vidéos, ayez des discours simples. Ça veut dire laissez-moi faire des choix, laissez-moi essayer et me tromper. On va en parler ensemble et s'il y a besoin, on change. En résumé, l'autodétermination, ça veut dire ne faites plus rien pour moi sans moi. Voilà, merci pour cette introduction. Effectivement, il y a déjà pas mal d'éléments auxquels je vais pouvoir me rattacher. Je vais juste vous faire un petit parcours, d'abord historique. Donc, vous en avez certainement déjà parlé, donc ça va partir relativement rapidement. Ensuite, je vais définir les notions d'autodétermination et de participation active ou participation citoyenne pour vous présenter ensuite une recherche avec des outils concrets que nous avons développés pour travailler ces compétences au quotidien. Alors ça, c'est un petit peu le parcours que nous allons faire. Alors, bien sûr,
pour contextualiser pourquoi aujourd'hui on parle d'autodétermination et de participation active, voilà, c'est pas nouveau pour vous certainement, mais c'est vrai que le terme pouvoir est un terme qu'on doit utiliser. Au sein de la relation éducative, il y a un pouvoir. C'est comme ça. Comment on l'utilise, ça c'est la question. Et en fait, avec les révolutions paradigmatiques dans lesquelles nous nous trouvons par rapport aux sciences sociales, en particulier aussi dans toute l'approche par rapport aux personnes qui sont en situation de handicap, on est vraiment dans une révolution culturelle qui nous amène à re-questionner la notion de pouvoir au sein de la relation éducative. Donc l'idée, c'est de déplacer l'équilibre, de retrouver une autre forme d'équilibre où la personne en situation de handicap devient agent causal, c'est-à-dire acteur de sa vie, actrice de sa vie, au centre de ses choix, au centre de ses décisions. Ça, c'est vraiment l'enjeu principal, en fait, de la notion d'autodétermination et de participation active. Alors, ces changements, évidemment, je vais passer rapidement. On peut parler, vous en avez certainement déjà parlé probablement hier aussi, la Convention de l'ONU, les pressions des groupes d'autoreprésentants. Donc il y a un peu de partout une effervescence, on peut dire, qui a amené vraiment à re-questionner cette question du pouvoir au sein de la relation éducative. Donc ce qui est quand même peut-être intéressant à souligner au niveau de la Convention de l'ONU, c'est que si auparavant on se limitait à des mesures qu'on peut définir passives, c'est-à-dire, par exemple, ne pas discriminer, ce qui est déjà quand même quelque chose de significatif, la Convention pousse les États qui l'ont ratifiée à prendre des mesures actives, à rendre compte de ces mesures, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on propose pour vraiment réaliser les droits qui sont énoncés dans la Convention. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant et dans ce sens, l'autodétermination incarne un petit peu cette possibilité, ce soutien conceptuel pour prendre ces mesures actives. Alors venons tout de suite à la définition. On en parle beaucoup, il y a beaucoup de malentendus par rapport à cette notion et il me semble vraiment fondamental de clarifier. Nous avons vu déjà dans la dernière vidéo, on a parlé de choix, on a parlé de décision, on a parlé de risque, de pouvoir se tromper, mais c'est un peu dangereux d'associer la prise de décision à l'autodétermination comme si c'était des synonymes. L'autodétermination dépasse la prise de décision. Donc, oui, c'est la possibilité de prendre des décisions, mais ces décisions doivent être en accord avec ses préférences, valeurs, objectifs, besoins, intérêts, et j'ai envie de rajouter rêves aussi. Donc depuis longtemps, on nous a un petit peu formés à travailler en termes de besoins. Quels sont les besoins? On va évaluer les besoins, on va répondre aux besoins. Oui, mais une personne n'est pas uniquement des besoins, elle est aussi des rêves, des désirs, des intérêts. Parfois, ces désirs répondent aux besoins, parfois, pas forcément. Et puis, c'est surtout du point de vue de la personne qu'il faut réfléchir. Donc, oui, prendre des décisions, mais en accord avec ses préférences, valeurs, objectifs. Donc, c'est très intéressant. Dans la vidéo qui est juste passée avant, c'est qui prend les décisions? C'est le psychologue, c'est les cadres. Ils se réunissent, ils sont tous ensemble, ils réfléchissent. Donc, bien sûr, de manière bienveillante, on est bien d'accord, mais là, on n'est pas du tout dans une dynamique qui soutient l'autodétermination. Alors, en effet, on prend ces décisions sans interférence externe et l'élément central, c'est non justifié, non autorisé. On a tous des interférences externes, nos capacités, nos limites, notre histoire, les lois. Ce matin, vous n'avez pas choisi à quelle heure commencer, vous n'avez pas choisi le contenu dont je vais vous parler. Vous vous levez peut-être avec le mal de tête. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne choisit pas, sur lesquelles on n'a pas de maîtrise. Mais la question fondamentale dans l'autodétermination, c'est est-ce qu'il y a des obstacles, est-ce qu'il y a des façons de faire, est-ce qu'il y a des routines
qui pourrait être revue, utilisée de manière différente, organisée de manière différente, parce qu'elle constitue justement des obstacles inutiles, voire justement des pratiques plus intéressantes. Donc la question, ce n'est pas d'être désincarné sans avoir d'obstacles, comme si l'autodétermination était un slogan tout à fait irréaliste, irréalisable. Non, c'est quelque chose de concret qui tient compte des limites, des difficultés, des contextes et de la personne. Ça, c'est vraiment essentiel, c'est la première difficulté qu'on a avec ce terme d'autodétermination. Et l'autre chose, et c'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas tout simplement s'arrêter à la question de la prise de décision, c'est que cette prise de décision doit augmenter le contrôle que la personne perçoit sur sa vie. C'est-à-dire qu'il y a un impact au niveau de la perception de soi, de la perception que la personne a par rapport aux possibilités d'agir, d'impacter la réalité. Le contraire, je dirais, de l'autodétermination, c'est le terme d'impuissance apprise. On apprend qu'on n'a pas d'impact, qu'on n'est pas écouté, qu'on ne pourra rien changer. Donc, c'est vraiment, disons, les éléments centraux vraiment essentiels, c'est je décide pour augmenter le sentiment de contrôle et pour augmenter ma qualité de vie, garder ou augmenter ma qualité de vie. C'est vraiment essentiel. Je pourrais vous dire, je vous mets ici 100 paires de chaussures, elles sont formidables, elles sont gratuites, venez vous servir, vous avez le choix. Seulement, vous découvrez que la pointure, c'est entre le 28 et le 32. Voilà, vous ne trouvez pas effectivement quelque chose qui augmente votre qualité de vie, au contraire, vous aurez mal aux pieds. À la limite, tout ce choix ne sera pas intéressant pour vous. Donc, vous voyez dans quel sens l'autodétermination amène la question du choix en fonction de ses valeurs, de ses désirs, mais pour augmenter la qualité de vie, pour avoir vraiment un impact au niveau du changement de la vie. Donc, on revient à la question du pouvoir au sein de la relation éducative. Donc, on dit en termes des modèles, la personne devient actrice, devient agent causal. Je vous propose là juste de vite parcourir 4 caractéristiques. Il y a un modèle qui a été fait, ce n'est pas le dernier modèle de Wemeyer, qui est un petit peu le père de l'autodétermination dans notre domaine, mais je trouve que c'est, même si ce n'est pas le dernier, il est vraiment clair, il a le mérite d'être relativement clair, voilà, par rapport aux composantes de l'autodétermination. Donc, quelles sont les habiletés, quelles sont les compétences qu'il faut pouvoir développer, sur quoi il faut insister pour travailler, augmenter l'autodétermination. Alors, on peut retrouver en tout cas 4 éléments. Autonomie, ça a été dit, hein, c'est peut-être celle avec laquelle on est plus familier, donc prendre des décisions, résoudre des problèmes, faire des choix. Autoréalisation, ça, on y réfléchit peut-être moins, mais c'est la question de se connaître. Connaître soi-même, ses ressources, ses difficultés, ses compétences, connaître ses contextes de vie, ses obstacles, ses barrières, ses lois, ses normes. Et là, on peut vraiment facilement introduire la question de l'accessibilité. Hein, comment on peut connaître si les normes, les règles, les lois ne sont pas accessibles, voire pour la plupart des fois implicites. Hein. Donc la question de l'autoréalisation est essentielle. Pensez, par exemple, quand vous devez faire quelque chose, je suis certaine qu'il y a parmi vous des personnes qui arrivent à produire quelque chose seulement sous stress. Quand c'est la dernière minute, il n'y a plus aucune autre possibilité, ben voilà, là, à ce moment-là, on se met en route. Il y a certainement, par contre, d'autres personnes qui ont la réaction opposée. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre temps, vous n'avez pas pris le temps de vous organiser, vous vous sentez stressé, vous perdez complètement vos moyens. Alors, l'autoréalisation, c'est ça, c'est se connaître et utiliser ses connaissances pour mieux obtenir ses objectifs. Donc, il faut les mettre à profit des objectifs. Il y a aussi la question de l'autorégulation, c'est-à-dire, je me fixe des objectifs, mais on sait très bien que la vie, elle est intéressante et parfois déroutante, et bien que j'aille réfléchir, pondérer, organiser, il y a des imprévus, il y a des changements, il y a des nouveautés,
qui font que je dois pouvoir adapter mes objectifs, reconsidérer mes ressources, reconsidérer mes compétences, etc. Donc, la capacité d'autoréguler ces objectifs est vraiment essentielle par rapport à l'autodétermination. Et l'empowerment psychologique, c'est ce que je disais avant, le contraire de l'impuissance apprise, c'est-à-dire je suis en mesure d'obtenir quelque chose, d'impacter la réalité, j'y crois. Et ce qui fait que non seulement j'ai envie d'initier des activités, je me lance, je suis actif, je suis acteur, je suis proactif, mais en plus je persévère parce que je pense que je peux y arriver. Ça veut dire qu'aux premières difficultés, quand il y aura peut-être un échec, quand il faudra revoir, réadapter, autoréguler, eh ben, je ne vais pas dire que c'est bien, évidemment, ça pouvait que se terminer comme ça, je ne suis pas capable, je ne suis pas apte. Non, c'est le contraire. Je peux développer mon sentiment de contrôle. Donc ça, juste pour vous dire, quand on parle d'autodétermination, on parle de tous ces éléments-là, hein, et plus. Donc, c'est vraiment un concept qui est riche, multifactoriel et à travailler à partir de plusieurs facettes. Donc là, vous trouvez ce que je viens de vous dire. Au final, ça ne veut surtout pas dire faire tout ce qu'on veut, c'est souvent le souci qu'on a. Ah ben maintenant, il veut s'autodéterminer. Ben oui, mais ça ne veut pas dire faire tout ce qu'on veut, ça ne veut pas dire ne pas avoir de contraintes, ça ne veut pas dire ne pas avoir de devoir, de responsabilité, évidemment ça va avec, et surtout ça ne veut pas dire faire seul. Ça c'est vraiment un malentendu qui porte vraiment préjudice à l'autodétermination. Souvent les parents, par exemple, sont inquiets en se disant « mais si on parle d'autodétermination, est-ce que j'aurai moins de soutien, moins de ressources, j'aurai droit à moins d'appui ?» Non, une personne, par exemple, qui voudrait partir en vacances, mais qui est totalement dépendante pour toute activité, mais qui exprime le désir de partir en vacances, peut s'appuyer sur des soutiens, sur des aides pour l'organisation, la planification, le séjour, le voyage. Donc, elle est totalement dépendante, on va dire, du soutien de son réseau, mais c'est une personne qui est à l'origine de ce choix. Donc, c'est une personne autodéterminée. Donc, vous voyez comment il ne faut surtout pas mélanger l'autodétermination et le fait de faire seul. Des personnes peuvent avoir besoin tout au long de leur vie de soutien, de réseau, d'appui et devenir de plus en plus autodéterminées. Maintenant, je vous propose de faire un petit passage des demandes, des rêves personnels, individuels, qui incarnent plus cette notion d'autodétermination, à une dimension plus collective. Donc, mes rêves, mes demandes, partagées avec peut-être les rêves et les demandes d'autres personnes, ce qui nous amène à une dimension plus de société. Donc, on utilise pour rendre compte de ces dimensions-là la notion de participation citoyenne. Donc, en fait, il y a comme deux faces de la même médaille, deux côtés de la même médaille. D'un côté, on retrouve l'autodétermination et de l'autre côté, la participation citoyenne. Je tiens beaucoup à présenter ces deux concepts ensemble. On ne peut pas dissocier l'autodétermination de la participation citoyenne et la participation citoyenne des habiletés d'autodétermination. Qu'est-ce qu'on entend par participation citoyenne? Mais bien sûr, exercer des droits à tous les niveaux, civils, sociaux, politiques, prendre des responsabilités, participer à des groupes, des associations, que ce soit au niveau local, du microsystème, au niveau national, au niveau international. Donc il y a vraiment toutes les possibilités qui rendent compte de cette attitude de participation citoyenne. Donc si je prends trois formes peut-être les plus explicites, on retrouve d'une part certainement la participation électorale, hein, pouvoir voter, pouvoir se faire élire, mais il y a aussi l'action communautaire qui pourrait être boycotter un produit, acheter des habits où on sait le parcours de production, on pourrait écrire une lettre dans un journal, on pourrait manifester, hein, ça c'est l'action communautaire. Et surtout, et ce qui me tient à cœur, c'est la prise de parole. Prise de parole, ça veut dire pouvoir s'exprimer et surtout avoir la certitude d'être écouté. Donc, dans ce sens, quand on parle de participation citoyenne,
ça concerne toute personne. Il n'y a pas une personne qui ne peut pas être un citoyen actif dans la mesure où être citoyen actif signifie, par exemple, pouvoir s'exprimer. Une personne en situation de polyhandicap, ce sera une personne qui pourra vraisemblablement s'exprimer sur sa position, sur ce qu'elle aime bien boire, écouter, avec qui elle aime être assise, etc. Ce sera peut-être pas verbal, ce sera peut-être aux équipes, ce sera peut-être aux parents de pouvoir détecter, mettre en évidence les signes, mais ce sera sa prise de parole. Donc, la participation citoyenne, ce n'est pas un concept élitiste qui concernerait que des personnes, par exemple, aptes à voter, par exemple, où on se dit il faut quand même des compétences, un discours difficile, etc. Non, il y a vraiment toutes ces facettes-là. Alors, évidemment, ces deux activités, ces deux habiletés s'apprennent, s'exercent, se développent tout au long de la vie. Ça a été dit dans les vidéos que nous avons vues. On passe par des erreurs, on passe par des remises en question, par des doutes, des dilemmes éthiques. J'ai bien envie de vous dire que l'autodétermination, c'est tout sauf une espèce de recette qu'on peut appliquer. Une fois qu'on a compris, une fois qu'on a les outils, voilà, on applique. Alors non, là vous pouvez oublier. On est tout le temps dans les dilemmes éthiques. Donc cet équilibre entre protection, mise en danger aussi, prise de risque mesuré, pondéré, réfléchi, raisonnable, mais tout de même risque. Donc s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'apprentissage parce qu'on n'apprend pas quelque chose qu'on connaît déjà. Donc pas de risque, pas de nouveauté, pas de développement en quelque sorte. Et on a beaucoup été formés dans le temps à travailler, on dira, à risque zéro. Donc l'autodétermination re-questionne en fait ces éléments-là. Juste peut-être relever qu'il y a des retombées qui ont été attestées au niveau de la recherche par rapport au travail d'autodétermination à l'âge adulte. Donc ce n'est pas juste une mode, ce n'est pas juste, voilà, de temps en temps dans le social on a des modes, maintenant on va parler d'autodétermination. Ce n'est pas ça, c'est qu'on a pu voir qu'il y a réellement une amélioration de la qualité de vie, qu'il y a un sentiment d'appartenance à la communauté qui est plus significatif, il y a une diminution des comportements inadaptés, il y a une amélioration au niveau des acquis académiques, meilleures conditions en général au niveau de l'emploi, des loisirs, de la vie affective à l'âge adulte. Donc vous voyez que l'enjeu est vraiment significatif. J'aimerais maintenant vous ancrer un petit peu ces concepts dans un exemple. Donc, ce n'est pas du tout une recette, ce n'est pas du tout le modèle à suivre, c'est une proposition pour, attester qu'effectivement, ça peut se travailler et qu'avec, au final, un investissement modéré, on peut obtenir des résultats vraiment incroyables. On a fait une recherche en Suisse romande entre 2014 et 2016 avec cet objectif, justement, développer des outils et tester la validité de ces outils. Et là, je pense que c'est important aussi de réfléchir tout de suite à la question de l'évaluation. Comment je peux mesurer, comment je peux évaluer que les dispositifs que je vais utiliser, que je vais développer, amènent vraiment des résultats. Pas que ce soit juste un peu subjectif, oui, il me semble que ça va mieux, oui, il me semble qu'il a appris des choses, et puis voilà, on n'a pas de point de repère. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de développer des outils et de les mesurer. Donc, on a pour cela commencé avec des évaluations initiales. Il y a des outils pour mesurer l'autodétermination, on n'a pas vraiment le temps d'en parler, mais des outils qui sont quand même bien utiles et bien utilisés dans le monde académique. On a construit une formation qui n'est pas partie du haut, mais qui a été co-construite avec les personnes en situation de handicap, donc les personnes qui participaient, personnes avec déficience intellectuelle, avec les équipes éducatives, avec les cadres et les responsables de l'établissement.
Donc, il s'agit d'une grande institution. Hein. En Suisse, on a, vous savez que ça a l'air un peu démodé, mais nous, on a encore des grands établissements, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas bien. Et dans cet établissement, voilà, je dirais que tout le système allait dans la même direction. Ça me paraît essentiel. Donc, les cadres, la direction, le conseil de fondation qui a soutenu, qui a financé la recherche, les participants, etc. On a ensuite évalué à 2 reprises, juste après la formation et 2 ans après. Donc, je vous parlerai rapidement de ça. Peut-être pour vous donner une idée du type d'intervention, on a élaboré 25 séances en raison à peu près d'une dizaine par groupe. On avait justement un groupe d'éducateurs et 2 groupes de personnes en situation de handicap. Donc, séance qui allait d'1h30 à 3h. Évidemment, des personnes avec déficience intellectuelle, c'était peut-être 1h30 avec des pauses pour une question de fatigabilité et d'accessibilité en fait de la formation. Là, vous voyez un petit peu le format de la formation. 4 séances au final par groupe sur l'autodétermination, 4 séances sur la citoyenneté active. C'est pour ça que je dis, en réalité, c'est peu de choses. Si on pense à des personnes adultes qui n'avaient jamais jusque-là eu la possibilité de prendre des décisions, qui n'avaient jamais entendu parler de droit, de convention, de prise de parole jusque-là. Donc il y avait aussi un parcours institutionnel très chargé et pesant. Vous voyez qu'il y a eu aussi au départ 3 séances préalables qui ne sont pas du tout secondaires. Je dis préalables, mais dans le sens où on a vraiment donné la parole aux personnes concernées. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Sur quoi vous voulez travailler? Quels sont vos objectifs? Comment vous voulez augmenter en fait, le contrôle de votre vie? Quels sont vos rêves? Quelles sont vos demandes? Et on a ensuite travaillé ce matériel. On a voté pour sélectionner les sujets voilà, qui étaient les plus intéressants pour tout le monde. Et c'est à partir de là qu'on a construit les séances de formation. Vous pouvez trouver ce parcours, donc d'une part dans le premier volume, donc manuel de formation, qui reprend toute la démarche. Une centaine de pages théoriques qui font vraiment une synthèse sur l'autodétermination, la participation active et d'autres facteurs aussi qui concernent la communication. Et ensuite, les séances qui sont très détaillées en termes de quels objets on a besoin, quel matériel, combien de temps, les vignettes, comment on peut introduire certains concepts. Et d'autre part, un autre volume qui est plutôt une bande dessinée, qui se veut un peu plus à large public. Donc c'est un volume qui reprend des situations qui se sont réellement passées dans la formation de manière plus qualitative, je dirais même satirique, provocatrice. On a eu la chance d'avoir un graphiste qui est aussi éducateur, qui a une très belle sensibilité et qui a pu vraiment mettre en image les concepts dont on voulait parler. Donc là, c'est aussi un outil qui est intéressant pour ouvrir tout simplement la discussion. Par exemple, si on rencontre des parents, si on va sensibiliser dans des écoles, si on veut faire un petit après-midi avec des fratries, par exemple, chaque vignette touche une thématique. Et à partir de là, ben voilà, on est un peu moins académique, on est un peu moins enfermé dans des concepts théoriques, ben on peut débriefer, on peut parler, on peut ouvrir le débat sur ces concepts. Je vous ai mis le site où vous pouvez trouver plus d'informations sur la recherche, sur la démarche et sur les outils et sur ces livres. J'aimerais maintenant vous donner juste très rapidement quelques exemples d'outils qui ont été développés. Alors, par exemple, pour l'autodétermination, cet outil qu'on a appelé tout simplement marche à suivre, qui se construit sur le modèle de Weymeyer dont je vous ai parlé au départ, en 4 étapes. Vous voyez que pour chaque étape, donc j'ai envie, j'explore, je cherche des chemins, je passe à l'action, il y a des couleurs. On avait associé aussi des musiques, il y a des symboles, il y a des images, il y avait des objets concrets aussi qu'on pouvait manipuler, justement pour ancrer ces concepts.
Donc, j'ai envie, c'est le point de départ. De quoi tu as envie? Quels sont tes besoins? Quelles sont tes demandes? Sur quoi tu veux travailler? Donc, c'est un peu la vie en rose. On se permet de rêver, on se permet de... mais oui, pourquoi pas? On ne sait pas encore, justement, tout est possible. Ce qui est très important à ce niveau-là, c'est d'une part d'explorer l'envie. Parfois, ça nous arrive aussi, on exprime des demandes, des désirs, et puis en fait, derrière, il y a autre chose. Ce n'est pas tout à fait ça, c'est de quoi on a envie vraiment. Donc il faut prendre le temps de discuter, il faut prendre le temps d'écouter, surtout le temps d'écoute. Donner la parole, ça veut dire, ce que tu dis, c'est important, je t'écoute, je tiens vraiment à tes demandes, on va partir de là, mais il faut prendre le temps de les comprendre, tu puisses te comprendre aussi. Ensuite, j'explore. Donc bien sûr, on a des rêves, on a des demandes, mais je vous disais, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on demande, tout ce qu'on veut, pourra se réaliser ou pourra se réaliser dans la forme qu'on imagine. Donc c'est important d'explorer, mais là, ce qui me tient à cœur, c'est d'explorer ensemble. Ce ne sont pas les psychologues, les éducateurs, les réseaux qui vont dans leur bureau pour réfléchir à est-ce que c'est faisable ou pas, est-ce que pour cette personne c'est une bonne idée ou pas. Ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est d'associer la personne à ce parcours. Il nous est arrivé souvent d'entendre des personnes nous dire j'aimerais aller vivre en studio, mais je ne peux pas, le directeur ne veut pas. Bon, évidemment, ce n'est pas le directeur qui ne veut pas, mais c'est clair, cette personne n'a pas eu la possibilité de comprendre les raisons qui ont amené à décider que voilà, le studio, maintenant, c'était de toute façon pas pour cette personne. Donc l'idée, c'est d'explorer ensemble, se connaître, les limites, les ressources, les difficultés, les obstacles, les lois. Donc c'est d'une part un enrichissement incroyable et d'autre part vraiment la possibilité de la personne de faire partie de tout le processus. Ce qui nous amène à choisir des options. À un moment donné, il faudra quand même dire, voilà, alors pour cet objectif qu'on a sélectionné ensemble, voilà quelles sont les options. Et là, on va essayer d'ouvrir vraiment sur les différentes pistes possibles. Souvent, on voit qu'il y a comme comment dire, l'habitude des personnes à chercher la solution. Mais il n'y a pas la solution. Il y a peut-être plusieurs chemins, plusieurs solutions. Il faut sortir des chemins connus, justement, que ce soit au niveau des accompagnants, que ce soit au niveau de la personne en situation de handicap, pour élargir les possibilités, imaginer ce qu'on n'a jamais imaginé jusque-là, parce que la créativité, c'est ce qui fait justement des ouvertures et des possibilités. Évidemment, ça nous amène à la question de la prise de décision, parce qu'à un moment donné, il faudra quand même choisir quel chemin je vais adopter parmi les chemins élaborés. Donc là, on rentre aussi dans une autre dimension. Je vous montrerai après. Et la dernière étape, c'est aussi fondamental. On ne fait pas semblant de prendre des décisions. On ne s'entraîne pas à la prise de décision pour rien changer. Non, il faut quand même, à un moment donné, mettre en pratique ce qu'on a décidé. Autrement, on va obtenir exactement l'effet contraire. La personne va s'investir pour remarquer que rien ne change. Au final, elle n'a toujours pas augmenté son sentiment de contrôle, elle n'a toujours pas changé sa qualité de vie. Donc la personne se décourage et puis du coup, on dira, elle n'est pas motivée. En fait, l'autodétermination, je crois que ça ne l'intéresse pas vraiment, évidemment. Donc, très important de passer à l'acte à un moment donné, mettre en action, évaluer, revoir et se donner une agenda aussi par rapport à ce qu'on va faire. Là, c'est l'outil de pondération, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un outil qu'on a élaboré justement pour pondérer par rapport à ce qu'une solution va coûter, ce qu'elle demande comme effort, les risques à prendre, les conséquences, pour soutenir le processus de pondération, de prise de décision avec les personnes. Certaines personnes pourront l'utiliser de manière tout à fait indépendante et d'autres personnes auront toujours besoin de partager, de verbaliser, de réfléchir avec des accompagnateurs pour utiliser cet outil. Il n'y a pas de souci. On a vu, l'autodétermination n'est pas faire seul. Donc, il n'y a pas de contradiction. J'aimerais aussi revenir sur la question de la communication, parce que quand on parle de participation citoyenne, évidemment, on parle de
communiquer en groupe. Hein. Donc, il y a des conditions, ça veut dire pouvoir s'exprimer, confronter ses idées, apprendre à les argumenter, persévérer, changer mon opinion, approfondir, se remettre en discussion, développer d'autres manières de voir, etc. Donc ça, c'est pour moi essentiel parce qu'on parle beaucoup d'autoreprésentants, de groupes de parole, de groupes d'expression. Ce n'est pas des groupes thérapeutiques. Pour ça, il y a d'autres soutiens. C'est des groupes où les personnes doivent ressortir plus équipées en sentiment de contrôle. Donc, c'est des échanges qui doivent avoir un impact par la suite dans le quotidien. Hein, ce n'est pas juste, je me sens bien parce qu'on m'a écouté, j'ai pu m'exprimer. Heureusement, c'est déjà quelque chose, c'est important, mais ça ne s'arrête pas là. Donc ça a vraiment une visée, je dirais, vraiment de changement des pratiques. On a développé des outils pour rendre un petit peu compte de ces différents éléments, justement, ce qu'on a appelé des règles de discussion. On écoute ce que les autres ont à dire, chacun a droit au temps de parole dont il a besoin, etc., etc. On a le droit à ne pas être d'accord, on peut avoir des conflits d'idées, comment on va les gérer. Donc ces cartes, ces règles, on les a vraiment co-construites, discutées, organisées, mises en image pour que les personnes puissent s'approprier de ces éléments-là. Donc, je vous passe, je vous laisserai regarder. Je m'arrête peut-être sur les cartes de parole. Ce sont des cartes aussi qu'on a développées pour faciliter la discussion. Donc le vert, je veux donner mon avis, les personnes peuvent prendre la parole. Et parfois, on les a aussi utilisés face à des personnes peut-être plus timides, peut-être moins habituées à parler, sans les forcer, mais en leur donnant la carte verte, en disant, voilà, peut-être tu souhaites prendre la parole. En donnant un petit peu la possibilité, parce que comme dans tous les groupes, il y a des personnes qui prennent beaucoup de paroles, beaucoup de place, et des personnes qui n'osent tout simplement pas, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas des choses intéressantes à dire. Je ne comprends pas, ou bien il me manque des informations, notamment par exemple une personne qui nous disait « j'aimerais avoir un chat dans mon appartement ». Et puis on a demandé « tu sais, il y a des règles, il y a des lois par rapport aux locataires, est-ce que tu as le droit ?» Je ne sais pas, je ne savais pas qu'il fallait connaître ces éléments-là. Donc, il me manque des informations. Alors, comment on pourrait se renseigner, chez qui on peut aller, puis on met en route tout un processus. Ou bien la carte attention, voilà, là, c'est une communication qui est peut-être pas respectueuse, on est en train de juger, ou il y a quelqu'un qui vraiment sort du sujet, donc on va peut-être signaler. L'objectif, je vous dis, c'est un peu militant quand même. Donc, il y avait un modérateur, donc une personne qui a dû apprendre à donner la parole, à résumer, à faire respecter les règles, et un représentant. On a construit un badge du représentant pour que la personne apprenne à redonner aux personnes concernées, c'est peut-être la direction, c'est peut-être les éducateurs, c'est peut-être les parents, ce que le groupe a décidé. Et là aussi, il y a tout un apprentissage à faire. Je ne parle pas en mon nom, je parle au nom du groupe. Et en même temps, j'aurai des réponses, comment ces réponses vont de nouveau être transmises au groupe d'expression, etc. Juste quelques mots sur les résultats. Donc, niveau statistique, on a pu, donc, tout de suite après la recherche, on a pu vraiment constater une augmentation significative des compétences d'autodétermination pour tous les participants, notamment au niveau de l'autorégulation. C'est peut-être la compétence, l'habileté qui a le plus augmenté. Et tous les participants ont relevé une augmentation des possibilités de choix dans leur vie quotidienne, vraiment dans le contexte immédiat, ce qui nous a quand même encouragés à persévérer un petit peu dans cette manière d'intervenir. On a, je vous disais aussi, 2 ans après, évalué de manière plus qualitative, parce que, oui, bien sûr, il y a une augmentation de l'autodétermination, c'est très bien,
Mais concrètement, au niveau écologique, dans les pratiques, est-ce que vraiment ça a changé quelque chose? C'était la grande question qu'on se posait. Et puis, surtout, est-ce que les personnes sont satisfaites? Est-ce que, qu'est-ce qui a changé pour finir? Donc, on a fait plutôt des interviews, des focus group avec tous les intervenants. Là, on a aussi travaillé avec les parents. On ne l'avait pas fait au départ et c'est une grande limite, certainement, de cette recherche. Je déconseille à tout le monde de ne pas travailler avec les parents, mais voilà, nous, on n'a pas pu faire autrement, surtout parce que beaucoup de participants, d'adultes qui ont participé, ne souhaitaient pas que leurs parents ou les parents, tout simplement, participent. Donc, c'était un point de départ, mais ça a quand même, à mon avis, des limites quand même significatives. Alors, si je reprends quelques retombées comme ça très, très rapidement, on a vu au niveau des professionnels plus de questionnements. Heureusement, donc vous serez peut-être déçus de savoir qu'il n'y avait pas plus de réponses, mais il y avait plus de questionnements. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la première étape à franchir. Re-questionner les pratiques, re-questionner le regard. Comment je vais intervenir? Est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Est-ce qu'il y a des obstacles qui, au fond, ne sont pas pertinents? On a toujours fait comme ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Donc, plus de questionnement, plus de flexibilité. On parlait hier soir, par exemple, des systèmes plus rigides, des organisations, des routines qui nous rassurent, qui sont aussi nécessaires, mais qui peuvent vraiment être une entrave significative. Je vous laisserai lire, là c'est vraiment plus en détail. Pour les personnes en situation de handicap, elles nous ont dit, maintenant on ose s'exprimer, on ose dire non. On peut s'opposer, on l'a vu dans la vidéo aussi, oui, la personne sait qu'elle a des droits, qu'elle peut dire non, qu'elle peut s'opposer, qu'elle peut exprimer des demandes qui vont à l'encontre peut-être de ce qui est proposé. Il y a eu aussi une plus grande participation à des événements, des projets. Souvent, les personnes étaient fières, nous ont dit, voilà, moi, et là, pour moi, c'est vraiment un indice d'augmentation d'empowerment psychologique. Donc, je suis fière de moi, de ce que j'ai pu faire, de ce que je suis en train de faire. Et tout d'un coup, il y avait une dimension de futur. Souvent, on associe aux personnes avec déficience intellectuelle cette espèce d'âge, on est sorti de l'adolescence, on est dans l'âge adulte, comme si l'âge adulte était uniforme, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, comme si c'était toujours la même chose. Non, il y a un futur, il y a des projets, il y a des envies, il y a une mise en route qui a été vraiment relevée par les participants. Alors, parmi certainement, si je résume en quelques mots, les facilitateurs, le fait d'offrir des opportunités, d'être créatif, d'avoir au moins une personne qui croit que on peut aller de l'avant, une personne qui est soutenante, une personne qui offre des occasions, qui propose une formation, qui propose un apprentissage, ce sont les éléments essentiels. L'accessibilité, je ne vais pas m'arrêter beaucoup plus, et le fait de pouvoir commencer par des outils concrets, avoir au moins quelques pistes de départ. Après, ces outils sont à chaque fois à adapter selon les situations, selon les contextes, selon les besoins. Il ne faut pas les prendre justement comme des recettes, mais comme des points de départ. Les obstacles, paraît essentiel. Une vision vraiment déficitaire du handicap. On n'en est souvent pas conscient. Personne, je pense, dans cette salle dira j'ai une vision déficitaire du handicap. Maintenant, bien sûr, j'ai une vision valorisante, soutenante, sociale. Je sais bien que le handicap, c'est le résultat d'une interaction entre les déficiences et les contextes. Mais au final, dans les pratiques quotidiennes, on revient quand même beaucoup sur ce regard. Ah, mais non, mais ça, il ne pourra jamais quand même. Non, mais alors jusque-là, oui, là, on peut avancer, mais quand même, ça, alors, non. Et ma foi, on est où on est. Comme des professionnels, comme des parents, on a tout ce parcours à faire.
ce type d'outils vont peut-être nous aider à re-questionner. Hein. Mais on est certainement, on en parlait aussi hier soir, les premiers obstacles parce qu'on réduit constamment l'autre. Je n'ai pas envie de dire la personne en situation de handicap, je dis toujours l'autre parce que nous sommes tous un peu en situation de handicap et la personne en situation de handicap est simplement l'autre, à cette vision déficitaire. Autre chose, le confort. On a peur du changement, on a des routines qui fonctionnent, des façons de faire qui fonctionnent, on est des bons professionnels, mais pourquoi il faudrait changer? Ça demande vraiment d'être au clair de pourquoi ça vaut la peine, quel est l'objectif qu'on a, et quelles sont les retombées du travail d'autodétermination, parce que c'est surtout pas un travail confortable. C'est un travail qui va justement nous re-questionner, qui va nous bousculer. Et bon, manque de créativité, ça va avec. Hein. Parfois, on a remarqué, donc, par exemple, dans l'établissement des projets pédagogiques, que des personnes qui ne sont pas vraiment habituelles dans le domaine du monde spécialisé, qui ne connaissent pas forcément le handicap, proposent des solutions, ont des idées qui sont tout d'un coup novatrices, intéressantes, alors que souvent, quand on est dans ces synthèses, dans ces réunions, parents, professionnels, spécialistes, on a toujours les mêmes réflexions, toujours les mêmes pistes. Ben voilà, on est un peu prisonnier nous-mêmes de nos connaissances, de notre façon de faire, de nos a priori. Et tout d'un coup, quand il y a, souvent on le voit quand il y a une stagiaire, par exemple, une stagiaire qui arrive, tout d'un coup c'est autre chose. On le voit aussi, par exemple, tout simplement dans l'éducation de nos enfants. Hein, on se dit, on les connaît très bien, nous savons exactement ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ne savent pas faire, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et puis tout d'un coup, ils changent de contexte. Grande surprise, on découvre des choses. Jamais je pensais que, etc. Hein, donc c'est tout à fait dans ce sens-là. Moi, j'ai perdu le sens du temps, hein, donc super. Merci. Je vous parlais d'impuissance apprise. Donc, le plus grand obstacle pour les personnes en situation de handicap, c'est le découragement. Elles en ont marre de lutter, d'essayer, de s'exprimer, répondre à des questionnaires, être mesurées par des outils et de voir que rien ne change, ou très peu. Hein. Alors, bien évidemment, dans cette recherche, nous avons vu que les questions qui tiennent à cœur, ce sont les questions de toute personne. Ce n'est pas choisir entre le thé et le coca. Hein. Ce n'est pas choisir entre je vais au théâtre ou au cinéma. C'est avec qui j'habite, est-ce que je peux avoir un mot à dire sur l'engagement du personnel éducatif, est-ce que j'ai quelque chose à dire sur mon curateur, est-ce que je peux voter, oui, est-ce que je peux avoir accès à la cuisine, parce que voilà, hein, chacun avec ses compétences, avec son niveau, mais n'empêche, ce sont des questions fondamentale. Est-ce que je peux regarder le film après 9h30 alors qu'on me dit que 9h30, tout le monde, il y a le veilleur de nuit, etc. Mais pourquoi je ne pourrais pas, hein? J'ai envie de partir à Ibiza avec mes copains et ça c'est un cas réel, hein, qui me plaît beaucoup, et j'ai envie d'aller à une discothèque toutes les nuits et de dormir toute la journée. Alors évidemment, les parents, les éducateurs, le directeur, très embêtés, c'est pas ma façon de faire les vacances, hein, etc. Et les personnes ont été accompagnées pour réaliser leur projet. C'est ce qu'ils ont fait pendant 10 jours. Ils étaient en disco tous les soirs. Ils n'ont pas dormi la nuit, ils ont dormi la journée. Ils ont quasiment sont revenus blancs comme ils étaient partis parce que la plage, c'était pas très intéressant. Et puis, très contents, très satisfaits, ça s'est très bien passé. Et l'été successif, ils ont dit, c'était une belle expérience, ça m'a plu, c'était super, mais maintenant j'ai envie de faire autre chose. Donc voilà comment parfois on les décourage parce qu'on dit, oui, tu peux choisir pour augmenter ta qualité de vie, tant que ta qualité de vie correspond à mon idée de qualité de vie. Hein, ça, c'est la grande question. Il faut, un contexte soutenant pour parler d'autodétermination et de citoyenneté active.
Bien sûr, la première chose, c'est de former tous les acteurs. Alors, ce qu'on a essayé de faire dans cette recherche, c'était pas de former que les éducateurs, par exemple, ou que les cadres, ou que les personnes en situation de handicap, mais de former tous les acteurs en même temps. C'est pour cela que, par exemple, voilà, je regrette de ne pas avoir pu travailler aussi avec les parents, parce que ça aurait amené, même si c'était des adultes, certainement une dynamique très différente. C'est très, très important d'avoir cet alignement et c'est très symbolique aussi à un moment donné dans la formation, par exemple, quand en séance plénière, quand on doit voter et le directeur a le même pouvoir de décision que la personne en situation de handicap. Son vote compte comme celui de la personne en situation de handicap. Alors c'est très impressionnant à voir pour les uns et pour les autres, plus explicite que beaucoup d'autres mots. Quand je parle d'ancrage institutionnel, voilà, on n'a probablement pas le temps vraiment d'aborder tout cela, mais il y a quelque chose qui me paraît vraiment important. Souvent, ça tient, on en parlait encore hier soir, on a beaucoup parlé hier soir, ça tient aux personnes, tel directeur, tel éducateur, tel parent, telle manière de voir et de regarder. Mais il y a quand même une limite à cette manière de travailler, d'avancer, c'est que bien que ce soit une condition qu'on ne peut pas contourner, c'est la liberté individuelle, vraiment l'éthique professionnelle, je dirais, vraiment des personnes, mais il suffit que le directeur déménage, change de travail, que l'éducateur, voilà, il a d'autres préoccupations, et tout d'un coup, tout ce qu'on a mis sur pied s'effrite. Et ça, c'est très dangereux, parce que ça veut dire que les apprentissages, tout ce qu'on a pu développer pour les personnes et pour les contextes, se perd. Donc, il y a besoin de réfléchir aussi à comment ancrer. Aucune structure va remplacer l'éthique personnelle, mais il y a quand même des structures qui peuvent la soutenir, la relancer, la garder vivante, entretenir le processus. Alors, par exemple, dans la recherche que nous avons faite, on a développé une commission des autoreprésentants qui est formée en partie par les personnes qui ont participé à la recherche, et qui se retrouvent régulièrement pour justement continuer à impulser la réflexion, à réveiller, à demander des raisons, à proposer des projets, pour que justement le fait qu'il y ait une commission, le fait qu'elle fait partie de l'organigramme, qu'il y ait des statuts, le fait qu'il y a une mission, qu'on a dégagé du temps pour cela, rappelle constamment que ce processus est encore en route et il le sera vraisemblablement tout le temps. L'autodétermination, d'ailleurs, comme la participation citoyenne, peut se perdre au fil du temps. Une personne vieillissante peut perdre des habiletés de participation, par exemple. Et d'ailleurs, si on n'a pas d'occasion, moins d'apprentissages qui nous sont offertes, évidemment, là aussi, on peut diminuer. Donc, c'est un processus qui ne va pas s'arrêter. On ne pourra pas dire à un moment donné, maintenant, je suis autodéterminée et c'est bon, je n'ai plus besoin de travailler. Ce n'est pas possible. Autre chose qui me paraît essentielle, c'est de partir des personnes concernées. Non seulement en leur demandant leurs désirs et leurs demandes, mais on a vraiment constaté qu'il s'agit pour la plupart des fois des personnes qui sont des leviers de changement. Ce sont vraiment elles qui arrivent avec des demandes, avec des idées, qui redonnent l'énergie. Donc si d'une part, dans le temps, elles peuvent se décourager, si on les écoute, si on crée un minimum de contexte soutenant, ce sont carrément les personnes mêmes qui impulsent, qui continuent de donner de l'énergie au processus. Donc ça me paraît aussi quelque chose de très important. 3 éléments. Un élément sur lequel je ne pourrais pas venir, la question de la didactique, bien sûr. Il y a toute une didactique d'enseignement
qui est adapté à la déficience intellectuelle. Ça, vous pouvez trouver, par exemple, dans le manuel ces éléments-là. Il y a la question des caractéristiques du cadre global, dont j'ai déjà en partie parlé, le fait que tout le monde est co-constructeur au niveau vertical, au niveau horizontal, au niveau voilà, des collaborations, au niveau des réseaux qui se mettent en place, et aussi une question qui concerne l'implémentation. Donc, comment dire, c'est pas valable que pour l'autodétermination, c'est pour tout outil, tout concept. C'est très bien d'en entendre parler, on peut être d'accord, on peut même se former, ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser dans les pratiques. Donc il y a maintenant des études qui nous montrent bien qu'il y a des étapes à l'implémentation. D'abord on s'informe, ensuite on essaie de comprendre qu'est-ce qui est vraiment utile, on l'adapte, on décide vraiment de se mettre en route. Et on a aussi des piqûres de rappel où on confirme la direction prise. Il y a tout un processus et tout le système doit être engagé là-dedans. Là, c'est ce que je vous disais avant sur la nécessité d'ancrer au niveau institutionnel, au niveau des services, quand même des structures. On ne va pas rentrer dans le modèle, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que si d'une part, il y a l'individu avec ses compétences, son empowerment, d'autre part, il y a la société, la communauté, il y a une interface qu'on peut appeler organisation. Cette interface, c'est celle qui va nous faciliter le passage des compétences individuelles à la communauté et de la communauté à l'individu. Parce que ce passage n'est pas du tout automatique. Il y a des individus qui ne mettent pas à disposition des autres leurs compétences et des communautés qui sont peut-être riches, mais qui n'enrichissent pas leurs individus. C'est dans ce sens-là. La commission MAVI, c'est la commission des auteurs représentants dont je vous ai parlé. Peut-être juste savoir que rien que pour l'organiser, pour la mettre sur pied, il a fallu de 66 heures de travail après la recherche. Donc, on voit un petit peu l'ampleur. Moi, ça me fait toujours sourire quand on parle d'autodétermination, puis on se dit, j'ai fait un séminaire d'un jour. Ah oui, voilà, on a juste entendu parler du terme, mais on n'a pas commencé de loin. C'est une sensibilisation. On n'a pas commencé à travailler. En mots, pour introduire aussi la suite de la journée, je vous disais l'importance de collaborer à tous les niveaux, en particulier évidemment avec les familles. On a souvent une vision trop simpliste, stéréotypée, avec des préjugés des familles. On dit c'est souvent la surprotection, ils ne prennent pas de risques, voilà, on propose des choses mais ils vont freiner, etc. Eh bien non, il s'agit de relations, comme dans toute famille, qui sont négociées, co-construites, où la personne en situation de handicap, d'ailleurs, elle est active, c'est-à-dire elle a son mot à dire en fonction de ses caractéristiques, ses compétences, son caractère. Il y a des dynamiques de famille qui se mettent en place. Pour ce qui concerne l'autodétermination, ce qui est important, c'est de partir d'une définition commune de valeurs communs qu'on peut co-construire avec les familles, de sélectionner les axes prioritaires de travail ensemble, ce qui est important pour cette famille-là, pour cette personne-là. Donc on ne peut pas l'imaginer avant, avec des rencontres qui ne sont pas les synthèses annuelles. Moi, ça me fait toujours rire. On travaille la collaboration soit 2 fois par année. Non, c'est pas ça. C'est un échange d'informations, c'est pas la collaboration. La collaboration, c'est toutes les semaines, par moments même plus intense. On a plein d'outils maintenant. Il y a des mails, il y a des Skype, il y a toujours le téléphone. Voilà. Il y a juste encore, pour terminer, un processus en 4 étapes. Là, de nouveau, ce n'est pas une recette, c'est un point de réflexion que des auteurs nous ont proposé pour construire cette collaboration. Alors, tout d'abord, évaluer ensemble, justement, dans les routines quotidiennes. Comment ça se passe à la maison? Comment ça se passe à l'école? Qu'est-ce qui se passe au niveau du travail? Donc, avec la famille, à partir, là de nouveau, les rêves, les demandes, les besoins du système familial. On sélectionne ensemble les objectifs qui doivent être ce n'est pas l'objectif, l'autonomie.
Ça ne veut rien dire. C'est des objectifs à court terme, concrets, précis. De quoi on est en train de parler? On met en action. Et je reviens sur la question, on mesure, on évalue, on discute ensemble, c'est atteint, c'est pas atteint, il faut revoir, etc. Donc les questions, je vous ai mis là des questions qu'on peut se poser pour guider un petit peu cette réflexion. Que signifie pour cette famille-là devenir adulte? Que signifie pour cette famille-là atteindre l'autodétermination, participer? Comment cette famille-là souhaite être accompagnée? Quelles sont les possibilités dans le contexte élargi, etc. Donc ça, c'est vraiment un petit peu le parcours, les pistes qu'on peut retrouver. Je vous ai mis encore en toute dernière référence que vous avez en bibliographie de l'auteur dont je vous parlais au départ, qui réfléchit aussi à cette question. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Barbara. Ces propos clairs, pédagogiques et vraiment inspirants. Et inspirants au-delà d'ailleurs des personnes en situation de handicap. Je pense que pour nous tous, ça a des échos aussi dans notre vie quotidienne et dans la façon dont on mène notre vie aussi. Donc c'est vraiment très, très éclairant et très inspirant. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions, mais on va vous demander de rester avec nous et de vous asseoir avec nous. Et puis, on va attendre un petit peu pour les questions. Gardez un peu vos questions, elles vont venir. Mais nous accueillons maintenant 2 mamans qui vont pouvoir partager avec nous leurs réflexions et leurs réactions suite à la présentation que vous avez faite. Donc, on va accueillir Madame Estelle Blanchard, qui est présidente de l'association TEDALI et qui... Voilà, venez. Non, faut que vous passiez par là, parce que là, sinon, ça ne va pas être possible. Sinon, il faut faire de l'escalade et ce n'est pas terrible, quoi. Et puis, nous allons accueillir Madame Sabine Triton. Voilà. Donc, 2 mamans vous remercient. Installez-vous. On vous remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation. On sait que ce n'est pas toujours facile de venir parler comme ça. Donc, merci beaucoup d'être là. Je vous laisse vous installer. Voilà, vous avez des petits micros. Peut-être passer les petits micros qui sont là, que vous les ayez devant vous. Voilà. Alors, je pense bien sûr que la présentation que vous avez eue a certainement eu des échos dans votre vie, dans votre quotidien. Ça a fait certainement écho à des choses que vous vivez en tant que maman avec votre enfant, vos enfants. Et on va pouvoir échanger là-dessus. Vous allez pouvoir nous expliquer un peu comment ça se passe pour vous dans votre quotidien et comment déjà, en tant que maman, comment vous associez votre enfant aux décisions qui le concernent ou qui la concernent. Donc vous nous présentez un petit peu votre situation, et puis vous pouvez nous dire quelques mots sur la manière dont, dans votre vie quotidienne, vous associez votre enfant aux décisions. Alors, qui veut commencer? Allez-y. Une se lance. C'est tout bon? Oui. Bonjour, je vais déjà me présenter en 2 mots. Donc, je m'appelle Estelle Blanchard, je suis la maman de 3 enfants et les 2 premiers sont autistes. Ils ont maintenant, alors je passe dans l'étape vieille maman. Le premier a 21 ans, il est en études supérieures en BTS. Et le second a 20 ans et il a un niveau de fonctionnement un peu plus bas. J'aime pas trop dire ça, mais voilà. Enfin, ils ont chacun leur niveau de compétence. Le second a aussi également, c'est important de le signaler, une épilepsie non stabilisée. Voilà. Au sujet de la façon dont on les fait participer, en fin de compte, on essaye toujours depuis tout petit de leur faire vivre des expériences culturelles diverses et d'éveiller leur sens, enfin tous les sens, c'est vraiment ça. C'est aussi bien par un éveil culturel au niveau culinaire, au niveau des voyages qu'on peut leur proposer, des sorties. Enfin, c'est vraiment la culture qui fait débat tout le temps à la maison. Et ce qu'on essaye de faire également, on est toujours en train de se réajuster. C'est la particularité d'avoir 2 enfants en situation de handicap avec des niveaux de compétences différents. On est toujours, le cerveau, il s'ajuste, je vous assure, plusieurs fois par minute. Et on essaye toujours de voir ce qui leur a plu quand on leur fait vivre ces expériences,
Alors pour l'un, c'est plus facile de le voir, il peut le dire, il peut s'exprimer. L'autre aussi peut le dire, de toute façon, enfin, il peut s'exprimer, ou alors ceux qui n'ont pas refusé. Voilà, c'est comme ça qu'on essaye de voir un petit peu comment ils apprécient les choses et ce qui leur plaît. Voilà. Oui. Nous, bonjour à tous, donc merci déjà de l'invitation et merci aussi à Barbara. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y avait beaucoup d'échos par rapport à la façon dont nous on a pris en charge notre fille, Mélanie. Donc nous on a 3 enfants, dont une petite fille qui a une infirmité motrice cérébrale, donc qui a été prise en charge au départ dans un IEM. Avec un choix qui est particulier à notre famille et qui est un peu atypique puisqu'elle est 3 jours par semaine en fait en structure et 2 jours à la maison. Alors ce choix relève de différentes stratégies. D'une part parce qu'elle a été longuement hospitalisée, donc elle a été fortement éloignée de son noyau familial, donc on voulait un petit peu la remettre au cœur de la famille, tout en permettant effectivement la socialisation qui est indispensable à son développement. Et puis, deuxième chose également, c'était aussi un aspect stratégique. Le fait que ma fille ne soit pas en structure à 100% lui permettait d'avoir une prise en charge paramédicale plus conséquente, donc permettant effectivement de rattraper les retards. Donc nous, ce qui a été essentiel, effectivement, alors est-ce que le choix qu'on a fait actuel, qui est toujours à l'ordre du jour, dans la mesure où effectivement, pour l'instant, elle n'a pas de structure, ayant 15 ans, elle devrait partir sur une autre structure. Il n'y a pour l'instant pas de place, mais ça c'est une problématique que vous connaissez tous. Le sujet, c'est que les propositions qui nous ont été faites ne correspondent pas à ce que nous, on a envisagé pour notre fille. Est-ce que ça correspond à son choix et donc à l'autodétermination? On a la preuve petit à petit, effectivement, par la ritualisation de sa semaine et par ses demandes, où elle réclame tantôt les éducateurs, tantôt les copines et tantôt les activités qu'on lui propose dans la semaine, de savoir qu'effectivement le choix qu'on a fait est un choix à l'heure actuelle approprié pour elle. Voilà. Donc effectivement, c'est vrai que l'autodétermination, pour nous, ça a été avant tout un passage, on l'a fait très naturellement, mais je veux dire, la capacité du parent d'enfant handicapé, c'est aussi de s'adapter, vous le disiez très bien, c'est l'essentiel,